même et ses transformations rapides et profondes dans le monde occidental, et les autres concernent la société et en somme la crise de culture, de civilisation liée au monde industriel avancé. Alors, déjà distinguer ces deux aspects est important parce que bien des débats en mai 1968 n'ont pas pu trouver d'issue et de conclusion dans l'université même parce que, au fond, les étudiants demandaient à l'université des choses qu'elle ne pouvait pas lui donner et qui auraient exigé une révolution dans la société elle-même. Alors, on s'est trouvé un peu dans cette situation d'étudiants qui posent à une institution une question que cette institution n'est pas en mesure de lui donner. Hein. Alors, si vous voulez, on va prendre d'abord le premier aspect, l'aspect proprement universitaire. Et il est certain que l'université française a craqué en mai 1968 parce que l'institution elle-même n'était plus du tout adaptée à la tâche et aux tâches nombreuses que l'université assume maintenant. Au fond, maintenant l'université c'est une gigantesque institution qui remplit plusieurs fonctions qui peut-être ne peuvent pas être assumées par la même institution. D'où alors une sorte de tension intérieure, de distorsion, si vous voulez. En effet, autrefois, où dans la grande université allemande du XVIIIe et XIXe siècle, qui était au fond le modèle de l'université européenne, l'université était réservée à une petite élite de gens destinés à remplacer les chercheurs et les détenteurs du pouvoir, et d'une manière générale, que ce soit le pouvoir de la connaissance ou le pouvoir politique ou le pouvoir culturel. C'était donc une institution essentiellement d'élite. Et l'université est devenue une institution de masse tout en conservant les mêmes buts. De là une sorte de contradiction profonde entre une conception, on peut dire, élitiste de l'université, liée à la notion d'un savoir à communiquer à un petit nombre d'élèves ou de disciples destinés eux-mêmes à devenir des maîtres. Ça, c'était la conception ancienne de l'université. Puis d'autre part, alors, vous avez maintenant une fonction sociale de l'université qui est de fournir les cadres, non seulement les cadres supérieurs, mais même les cadres moyens d'une nation, et donc de répondre à une demande de l'emploi beaucoup plus compliquée, beaucoup plus vaste que les simples professions libérales d'autrefois, n'est-ce pas, le juriste, le médecin, le professeur, etc. Puis là-dessus s'est greffée une troisième fonction, hein, qui est en somme d'associer le plus grand nombre de gens possible à l'aventure intellectuelle, artistique et spirituelle de notre temps. C'est une fonction, si vous voulez, de culture générale, une fonction en somme de diffusion de modèles intellectuels, modèles sociaux, à fonction beaucoup plutôt culturelle que professionnelle. Et on comprend que cette fonction soit développée parce qu'aujourd'hui, où les changements de la société sont tellement rapides, le problème d'assimiler le changement devient une tâche de culture énorme. Adapter l'homme au changement. L'adapter au changement professionnel, mais l'adapter aussi au changement technologique, politique, économique, social, culturel. Alors, cette tâche, en même temps, rejoint la préparation de l'homme au loisir. Il n'est plus simplement question de préparer les gens à avoir un métier, mais de les préparer tout simplement à comprendre leur temps et à avoir des loisirs de qualité, puisque les loisirs eux-mêmes ont été industrialisés, sont devenus des structures sociales organisées
Par conséquent, il faut que l'homme maîtrise le loisir et pas simplement le travail. Et alors là-dessus, se sont greffées encore de nouvelles tâches qui justement sont apparues très récemment. Donc je récapitule, si vous voulez, savoir, formation professionnelle, culture générale, initiation au loisir, mais là-dessus s'est greffé en somme une fonction critique qui ne coïncide plus tout à fait simplement avec l'initiation au savoir, parce que l'université est devenue en même temps on peut dire le lieu critique de la société, le point où toutes les contradictions d'une société donnée se réfléchissent, deviennent en quelque sorte réflexives. L'université est comme la fonction réflexive d'une société. Alors on peut dire que cette fonction a toujours existé jusqu'à un certain point, parce que l'université a plus ou moins été discordante toujours au cours des siècles. On peut dire qu'elle a toujours eu des histoires avec le pouvoir ou avec les pouvoirs, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit sous la Révolution française, que ce soit au XIXe siècle, etc. Seulement, ce n'était pas très grave parce que l'université était une petite institution qui, on peut dire, ne pouvait pas menacer véritablement le pouvoir. Mais maintenant, lorsqu'une institution absorbe le dixième ou plus du budget national, lorsque, comme en France, disons, elle concerne depuis l'école maternelle jusqu'à la recherche scientifique le quart de la nation, pas? Chez nous, il fallait que 12 millions de gens sont touchés de près ou de loin par l'éducation nationale. Alors, cette fonction critique devient elle-même énorme, car c'est une institution extrêmement puissante qui est en elle-même un pouvoir parmi les pouvoirs qui est en jeu. Alors on comprend très bien que l'université soit devenue aujourd'hui l'enjeu de lutte politique, parce qu'elle est effectivement un pouvoir. Et tenir l'université, c'est d'une certaine façon tenir un certain nombre de clés de l'évolution vers l'avenir. J'insiste sur ce point parce que aujourd'hui, où la science est devenue un facteur de production, hein, où la connaissance est elle-même un élément, pour prendre simplement la théorie de l'information, la cybernétique, etc. Donc, les luttes sociales et politiques se concentrent sur l'université, encore une fois parce que l'université est devenue un pouvoir parmi les pouvoirs. Alors cette espèce de fonction critique de l'université est devenue un enjeu énorme. Alors on comprend que là-dessus se soit greffée encore une dernière fonction et que les étudiants ont ajouté très récemment. L'université est devenue un lieu très favorable pour une stratégie politique, une stratégie révolutionnaire, parce qu'elle joue non seulement comme fonction critique dans son enseignement, mais comme institution sociale, elle est un point de rassemblement d'une classe d'âge et de toute une masse d'adolescents qui, ne faisant pas partie de la production, ont une position extérieure, n'est-ce pas, en marge, qui est extrêmement favorable à une action politique. J'ajouterai, peut-être avec quelques malices, que en même temps l'université est devenue un lieu protégé, quoi qu'en disent les étudiants, car c'est le seul lieu où on peut commettre un certain nombre de délits qui ne seraient pas impunis ailleurs. Alors là, l'extrême libéralisme de l'institution universitaire, le fait qu'elle a une tolérance illimitée et que par conséquent elle est devenue un lieu d'impunité, est aussi très favorable au développement que je viens de dire. Alors, vous voyez, si nous récapitulons tout ça, on arrive à dire que entre la première fonction scientifique et la dernière fonction révolutionnaire, il y a un antagonisme énorme qui est comment dirais-je, entre ces deux extrêmes, vous avez toutes sortes de fonctions intermédiaires, qui fait que l'université, au fond, s'interroge sur sa propre fonction.
et il y a une sorte d'incertitude sur la signification même de l'université, qui vient justement de cette multiplicité, de cette contradiction entre les fonctions qu'elle exerce dans la nation. Et depuis mai, quel changement alors, il y a trois sortes de changements, si vous voulez. D'abord, une tentative pour mettre en place une institution de caractère nouveau, où les étudiants... Parce que, en fait, ces contradictions ne sont apparues réellement que depuis mai, enfin, de cette manière aussi... elles ont éclaté en plein jour, mais au fond, elles existaient progressivement, n'est-ce pas ? Il y a comme un moment de vérité, n'est-ce pas, dans la vie d'une institution comme dans la vie d'un pays, ça a été une sorte de moment de vérité. Les contradictions ne se sont pas mises à exister tout d'un coup, mais elles ont atteint un point de rupture à un certain moment, à la faveur d'un certain nombre de circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui étaient proprement françaises dans cette conjoncture. Bon, alors, il y a eu des changements, si vous voulez, donc de trois sortes. D'abord, avec la loi d'orientation, l'essai de rebâtir une université reposant sur la participation de tous ses usagers, et d'autre part, avec une beaucoup plus grande autonomie des unités de base. Et par conséquent, c'est une institution beaucoup plus fragile, mais aussi beaucoup plus flexible, et qui absorbe plus facilement les chocs, et qui en même temps est beaucoup plus capable d'évolution et d'adaptation. Alors, nous ne sommes pas encore en état de juger cette réforme, pour la bonne raison que nous sommes tout à fait au début, et qu'il faudra peut-être 5 ans ou 10 ans, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au bout de toutes les constructions qui sont prévues par la loi. Puisque actuellement, nous avons tout juste mis en place les premiers éléments, à savoir les unités d'enseignement et de recherche, les anciens départements, n'est-ce pas, sur une base paritaire entre enseignants et étudiants. Mais on n'a pas encore construit les universités pluridisciplinaires qui remplaceront les anciennes académies. En particulier à Paris, on est loin de pouvoir dessiner même la carte des futures universités. Il faudra certainement plusieurs années de concertation avant qu'on puisse redistribuer les universités, couper en morceaux la Sorbonne, faire des unités véritablement interdisciplinaires. Alors, vous voyez, nous avons là une entreprise qu'on ne peut pas encore juger, c'est trop récent. Alors ça, c'est la première transformation, premier changement qui est purement institutionnel. Deuxième changement affecte les rapports entre les enseignants et les enseignés, qui ont changé considérablement de caractère. Il s'est fait une sorte de rapprochement, et il y a une proximité, si vous voulez, entre professeurs et étudiants qui n'existait pas avant, et qui se traduit par le remplacement des cours magistraux, dans la plupart des cas, par des séminaires, des échanges beaucoup plus réciproques, et la transformation profonde des examens. Les examens en France, vous savez, avaient une forme assez, comment dirais-je, j'allais dire pénale ou punitive. Enfin, vous savez qu'avant mai 68, nous perdions les 3/4 de nos étudiants en cours de route, qui étaient éliminés d'une façon assez sévère. Et maintenant, le genre d'examen que nous avons mis à la place de ces examens guillotine, nous avons remplacé par un contrôle continu qui permet des échanges constants entre l'enseignant et l'enseigné, et la possibilité en cours de route constamment de rectifier, de vérifier, de rectifier le savoir. Alors au bout de cela, évidemment, c'est la possibilité que l'université ne soit plus en état de juger, ni même de cribler, et par conséquent que nous jetions sur le marché des quantités de diplômés qui n'auront pas de poste. Là, voilà, c'est un des problèmes, n'est-ce pas, qui reste en suspens et dont nous voyons poindre la gravité de jour en jour.
Il est certain que si du jour au lendemain, après avoir été extrêmement sévère dans les examens, nous donnons des titres universitaires qui ne valent rien, nous allons remplacer, n'est-ce pas, un mal par un autre mal, à savoir que nous faisons de la fausse monnaie. Si vous voulez, avant, un étudiant risquait d'être éliminé en cours de route, maintenant il risque de recevoir un titre qui ne vaut rien. Alors, on peut se demander si le remède n'est pas pire que le mal. Par conséquent, il va y avoir là un problème qui est le troisième que je voulais examiner, c'est le rapport entre l'université et les besoins de la nation. Alors c'est un problème qui est loin d'être clair encore aux yeux de tout le monde, parce que nous sommes partis donc sur une hypothèse, c'est que l'université est largement ouverte à tout le monde. Il suffit d'avoir le baccalauréat et puis on va faire les études que l'on a envie de faire. Mais cette orientation qu'on pourrait appeler sauvage des étudiants a d'énormes inconvénients. D'abord, elle ne permet aucune prévision, puisqu'on ne sait pas d'une année à l'autre où va se porter la masse des étudiants. Deuxièmement, elle ne correspond pas nécessairement à des besoins de la nation. Et troisièmement, n'est-ce pas, elle risque de créer un chômage intellectuel et qui révélerait que l'université a trompé, n'est-ce pas, les étudiants en leur offrant, n'est-ce pas, un service dont ils ne pourront tirer aucun bénéfice. Alors, c'est le problème qui va certainement être posé dans les années qui viennent, une fois qu'on aura bien mis en place les institutions nouvelles, c'est ce problème de l'adaptation aux besoins du marché. Cette adaptation aux besoins de l'emploi pose un problème extrêmement difficile, car il y a deux dangers à éviter. Ou bien que l'université soit trop adaptée aux besoins du marché, et alors elle devient une vaste école professionnelle. Et elle perd sa fonction de libre réflexion et de critique des savoirs et des pratiques et de la société, etc. Mais d'autre part, si on n'a aucun souci des besoins du marché et que l'on se contente simplement de donner une culture générale à n'importe qui, cette culture générale en même temps est dépréciée et ruinée, puisqu'elle ne donne droit à aucune fonction sociale. Alors il y a certainement un juste équilibre à trouver, mais dont nous ne connaissons pas encore les règles, entre d'une part un certain ajustement aux besoins du marché, aux professions et à la demande en professionnels, et d'autre part une fonction de libre recherche sans souci, n'est-ce pas, de répondre à des besoins économiquement définis et solvables, n'est-ce pas, par la société à un moment donné. Alors, l'université française est à la recherche de cet équilibre. Alors, est-ce qu'il faudra procéder à une certaine sélection en cours d'études, ou pourra-t-on se contenter simplement de réorienter d'une façon plus ou moins autoritaire les choix des étudiants en fonction d'un très grand nombre de filières et de cycles longs et de cycles courts? Voilà les choix qui vont se présenter devant le pays. Pour ma part, je suis plutôt partisan de la deuxième solution. Je crois qu'il faut qu'au moins pendant les 2 premières années, il y ait une libre orientation des étudiants, mais peut-être qu'à partir de la 3e année, il faudrait distinguer entre la recherche, la préparation à l'enseignement, la formation générale, la formation professionnelle, et faire correspondre des filières différentes et orienter d'une façon un peu moins aléatoire, pas les choix des étudiants. Mais nous sommes au début de cette recherche. C'est-à-dire, en somme, les problèmes deviennent de plus en plus clairs, mais les solutions sont encore très lointaines. Oui, et puis alors, il faut aussi beaucoup de courage pour ces solutions-là, car on peut être amené à rencontrer des résistances, soit professionnelles, soit syndicales, soit politiques, qui ne sont pas forcément justifiées et qui reposent sur des mauvaises analyses ou sur des préjugés ou sur des habitudes. Mais pour cela, il faut
avoir préparé la décision, premièrement par une excellente information et une analyse de la situation, ce qui n'est pas toujours le cas. L'université manque au fond d'une véritable sociologie de son propre fonctionnement. Et puis, deuxièmement, il faut avoir préparé toutes les solutions de rechange. Par exemple, il ne servirait à rien actuellement en France de décréter tout d'un coup la sélection, car il n'y a pas d'endroit ou d'institution pour recueillir les étudiants que l'on empêcherait d'aller à l'université. Par conséquent, il faut au moins une dizaine d'années, n'est-ce pas, pour mettre en place toutes les alternatives, tout le réseau d'institutions très différenciées qui seraient capables de réorienter les étudiants. Enfin, je le répète, je crois que c'est plutôt un problème d'orientation qu'un problème de sélection. Oui. Et à quel niveau les problèmes sont étudiés et les décisions prises? C'est-à-dire c'est le ministère qui, eh bien, en dernière actuellement, les universités ne disposent pas d'instruments de recherche et d'analyse statistique. Et la recherche est beaucoup trop concentrée encore au sommet, au plan ministériel. Et il faut dire qu'à ce niveau, elle est même encore très pauvre. Le ministère de l'Éducation nationale a été un des moins bien outillés en matière de prospective, d'analyse conjoncturelle, etc. L'éducation nationale ici est très dépendante des analyses qui sont faites ailleurs sur le plan de l'emploi, de l'évolution des métiers, et de l'évolution de la demande dans les 20 prochaines années. Ici, nous sommes dépendants des analyses des économistes, mais l'université n'a pas son propre instrument d'analyse et il faudra le créer. Mais vous dites par exemple, maintenant vous envisagez vous-même une solution, vous me l'avez dit tout à l'heure. Quelle chance a-t-elle d'aboutir? C'est-à-dire, est-ce que l'on vous consulte au ministère? Oui, il y a de plus en plus de commissions de travail, n'est-ce pas, qui sont des commissions officieuses, qui n'ont pas de pouvoir de décision, mais qui préparent des dossiers d'information. Et par chance, plusieurs de ces commissions ont été rendues nécessaires par la préparation du 6e plan. Et c'est en relation avec le 6e plan d'orientation et de concertation de l'économie que ces analyses de prospective sont faites. Alors l'université a ses propres commissions de conjoncture et de prospective, et d'autre part, les commissions nationales de prospective ont des sections et des chapitres concernant l'insertion de l'université dans l'appareil économique. Mais les étudiants sont totalement, eux, à l'écart, donc, même maintenant, de cette analyse, au moins. Plusieurs de ces commissions sont paritaires et comportent des étudiants. Oui. Et c'est une formule qui a donné des résultats positifs? Eh bien, la pratique des commissions paritaires est trop récente pour qu'on puisse les juger. Elle a du pour et du contre. Le pour, c'est que les étudiants sont initiés au fonctionnement d'une institution qu'ils ignorent. Mais je ne le dis pas contre eux, car les professeurs eux-mêmes ignorent le fonctionnement de l'institution dans laquelle ils travaillent. Moi, je suis extrêmement frappé de l'extraordinaire ignorance concernant la structure, le fonctionnement de l'institution dans laquelle on vit. Il y a une sorte d'ignorance institutionnelle, si vous voulez, qui est très, je ne sais pas si c'est caractéristique des Français, mais enfin qui est très répandue en France et qui fait que que ce soit les critiques ou les projets de réforme ne sont rarement basés sur une bonne connaissance du fonctionnement actuel des institutions. Parlons des étudiants, si vous le voulez bien. Oui, oui, oui. Et donc, comment les avez-vous vus vous-même en mai?
Je crois que de tous les professeurs, vous étiez un de ceux qui était quand même le plus proche d'eux, le plus Oui. compréhensif. Vous savez, je crois qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que le milieu étudiant n'a plus aucune espèce d'unité. C'est le résultat du phénomène de masse. C'est pas, il y a 600 000 étudiants en France et on ne peut plus, actuellement, il est très difficile de les encadrer dans un unique mouvement qui représenterait une sorte de moyenne de revendication ou de gestion. Aussi, c'est un milieu qui est extrêmement fragmenté. Il y a probablement une majorité assez considérable qui font les études comme un moyen de promotion sociale et qui, par conséquent, cherchent à retirer de l'éducation nationale une sorte de prestation, de service, le meilleur possible, mais sans aucun souci de la réforme de cet appareil de distribution. C'est un appareil de distribution de savoir dont il faut retirer en quelque sorte des services et des prestations. Et cela donne à cette masse d'étudiants un caractère assez peu combatif et même au fond beaucoup plus désireux d'ordre non seulement dans l'enseignement lui-même, mais dans le gouvernement de l'université. Puis alors, vous avez deux minorités très fortement politisées, l'une d'extrême droite, la moins nombreuse, en tout cas dans les lettres, et puis d'autre part, tout le spectre des positions de gauche et d'extrême gauche. Et les mouvements étudiants souffrent plus particulièrement que tout autre de cette espèce de groupusculisation, n'est-ce pas, qui est la ruine de la gauche en France et ailleurs. Vous avez au fond depuis une gauche libérale, d'ailleurs très peu représentée dans l'université, ainsi que le socialisme des sociodémocrates qui est également peu représenté. Vous avez les communistes qui sont les seuls organisés, mais qui sont considérés par l'extrême gauche comme un mouvement conservateur qui fait obstacle à la révolution. Et puis après cela, vous avez toute la variété depuis les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes, etc. Alors, cela donne une activité politique et de théorie politique très intense, et même souvent un haut niveau de la discussion, mais une extraordinaire inefficacité et un danger toujours de surenchère, chacun voulant en quelque sorte ajouter à l'escalade pour être plus à gauche qu'un autre, d'où alors une certaine irresponsabilité dans les actions menées, et en tout cas l'absence complète d'une stratégie à long terme. Je pense d'ailleurs que dans tout cela, il n'y a que deux stratégies à peu près cohérentes, c'est celle des communistes pro-soviétiques et puis des pro-chinois. Mais vous avez alors une masse, toute une variété de mouvements, n'est-ce pas, dont l'activité spéculative et verbale est très supérieure, n'est-ce pas, à l'activité constructrice et avec une stratégie bien menée. Qui ont réellement fait une approche profonde des idéologies dont ils... Oui, mais ce qui peut-être leur manque, c'est une relation effective avec la pratique des luttes ouvrières, étant donné que en France, tout au moins, les luttes ouvrières sont menées dans le cadre de syndicats maintenant assez traditionnels, mais qui eux ont une bonne organisation et une bonne stratégie. Alors les rapports jusqu'à présent n'ont pas été très fructueux
entre l'idéologie révolutionnaire des étudiants et puis d'autre part la pratique syndicale menée par des gens très responsables, qui savent ce que c'est qu'une grève, qui savent qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre, qui ont, si vous voulez, une expérience de l'action que les étudiants n'ont pas. Parce que sans doute chez les étudiants, à cause de leur situation justement en marge, le fait qu'ils ne sont pas du tout intégrés à la société, à cause aussi d'une crise d'adolescence que peut-être vous m'expliquerez dans un moment d'un point de vue psychanalytique, et à cause aussi d'un besoin de pureté, de totalité, etc. Oui. La position en marge des étudiants est à la fois favorable et défavorable. Oui. Elle est favorable parce que l'indépendance économique permet d'aller beaucoup plus loin, et d'autre part, le fait de ne pas appartenir à la production permet de la voir en quelque sorte du dehors, et d'avoir une sorte de perception critique beaucoup plus vive et beaucoup plus aiguë. Mais d'autre part, le fait de ne pas être responsable d'un travail d'un salarié met complètement en marge d'une action véritable. Et au fond, les mouvements étudiants souffrent de cette espèce de contradiction qui n'est pas du tout ce n'est pas une chose qu'on puisse leur reprocher, c'est un fait, on peut dire une donnée, n'est-ce pas, de la condition étudiante. À certains égards, la condition étudiante a aussi ses contradictions. Elle permet de percevoir des contradictions dans la société, mais elle est elle-même une condition contradictoire. Et c'est peut-être là alors que je rejoindrai la question qui me paraît vous intéresser, une certaine interprétation psychanalytique. Je ne voudrais pas du tout la pousser trop loin parce que, à mon sens, elle sert simplement d'arrière-plan, mais non pas du tout de noyau central et organisateur dans la crise actuelle. Il y a, si vous voulez, des facteurs favorables à des actions de révolte dans la condition même de l'adolescent moderne. Il est certain que la rupture du lien familial est beaucoup plus précoce qu'autrefois, fait que le jeune adolescent souvent n'a plus du tout de père à contester dans sa famille et ne rencontre le premier obstacle précisément que dans une institution de masse et comme une institution du savoir. Et on comprend alors qu'une certaine hostilité au père se soit reportée, n'est-ce pas, sur l'institution universitaire, où le père, en somme, c'est quand le premier échelon a craqué, à savoir l'échelon familial, on trouve après ça l'échelon universitaire, qui est comme le front, en quelque sorte, de l'autorité paternelle, sur lequel s'est réfugié l'autorité paternelle. Alors ça, c'est un facteur. Ajoutez à cela que il y a une maturité beaucoup plus précoce d'ordre affectif, d'ordre sexuel, d'ordre social et politique, qui précède de très loin la capacité de prendre des responsabilités. Si vous voulez, il y a une sorte de discordance entre deux maturités. Une maturité psycho-organique, d'une part, et puis d'autre part, une maturité psychosociale. Parce que le seuil d'efficacité dans le monde moderne est toujours repoussé plus loin. Un homme n'a vraiment acquis un savoir complet qu'au bout d'études de plus en plus longues. Or, le désir d'indépendance, d'autonomie, et peut-être aussi à certains égards d'amitié, de participation affective, est beaucoup plus précoce. Il y a là une sorte de distorsion qui rend non seulement la condition étudiante, mais à certains égards la condition adolescente difficile à vivre. Il y a un problème de l'adolescent moderne. Les adolescents d'autrefois, si vous voulez, dont la majorité était incorporée au monde du travail et par conséquent au monde adulte, ne posaient pas ce problème. Au fond, on pourrait dire que de nos jours, il y a un phénomène de la jeunesse.
Il y a toujours eu des jeunes, mais il n'y a pas toujours eu un problème de la jeunesse, qui est un problème, au fond, créé en grande partie par les sociétés industrielles et par le loisir que ces sociétés industrielles ont pu dégager pour toute une tranche d'âge qui est devenue, n'est-ce pas, la condition étudiante. Il se peut d'ailleurs, mais alors là je prends mes risques et je n'engage personne en disant cela, il se peut d'ailleurs que dans quelques années, toutes nos sociétés revisent entièrement leur politique de la jeunesse. Dans quel sens? Eh bien, par exemple, en envoyant beaucoup plus tôt dans la production une partie plus importante de la jeunesse et en les faisant revenir plus souvent à l'université. Et il n'est pas du tout certain que les sociétés avancées continueront de concentrer l'éducation et l'enseignement et l'éducation sur la période d'adolescence entre 18 et 25 ans. C'est peut-être une période trop longue, en un sens, pour les raisons que je viens de vous dire, parce que ça retarde l'entrée dans la vie, et d'autre part, qui reste trop isolé dans la vie. Si les étudiants, tout au moins ceux qui ne sont pas destinés à faire de la recherche, passaient moins de temps à l'université, mais y revenaient plus souvent dans leur vie, les études auraient un meilleur ancrage dans une expérience professionnelle. D'autre part, la composition en âge de l'université serait meilleure, vous auriez des gens de plusieurs âges. Par conséquent, il serait plus facile d'avoir des institutions paritaires, d'avoir en face de soi des gens responsables et mûrs. Bref, il y aurait un meilleur brassage des générations à l'intérieur de l'université et aussi un brassage entre la vie intellectuelle et l'expérience professionnelle. Il n'est pas du tout certain que l'on continue dans la même direction à accumuler toujours plus de jeunes dans l'université et pour des études plus longues. Il se peut très bien que nous soyons près de la fin de ce phénomène de concentration qui a commencé au début du siècle. Je crois que finalement, donc, à vous entendre, vous trouvez totalement vain et peut-être dangereux ce mouvement donc, qui a eu lieu en mai, qui voulait une espèce d'éclatement radical. Non, moi je ne dis absolument pas ça. Je ne dis absolument pas ça. Je crois que c'est trop près, vous comprenez, pour qu'on puisse réellement apprécier le phénomène. D'abord, par exemple, on discute beaucoup pour savoir s'il y avait eu la possibilité d'une révolution en mai 68 ou si c'était simplement une émeute, des désordres dans la rue. Alors, cette deuxième interprétation, celle des communistes, la première est celle des gauchistes. Mais il faudra de longues analyses pour qu'on puisse trancher cela. Mais par contre, je crois que ce qui est certain, c'est que le potentiel de remise en question qui a été en somme dégagé par les événements de mai est loin d'être épuisé et ne se réduit pas du tout à un phénomène de subversion ou d'émeute ou de révolution. C'est une sorte de processus critique, n'est-ce pas, de mise en question des bases mêmes de la société, et j'allais presque dire des motifs profonds du lien social. C'est ça qui est en cause maintenant. Or, à mon sens, ces motivations révolutionnaires profondes ne seront pas perdues si la société sait en tirer parti. À mon sens, le grand problème, c'est d'arriver à une sorte de dialectique entre les motivations révolutionnaires qui, maintenant, sont présentes dans toutes les sociétés industrielles avancées, d'une part, et puis, d'autre part, un esprit de réforme hardi et rapide. Moi, je crois que si par exemple, nos sociétés industrielles avancées, par peur de la subversion, se raidissent et s'enferment dans des défenses policières, eh bien, elles tueront à la fois
l'esprit révolutionnaire et l'esprit réformiste, qui, à mon sens, ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais au contraire sont complémentaires. Car si nos sociétés, c'est une des possibilités, se raidissent et entrent dans un processus semi-fasciste, alors les gauchistes deviendront marginaux, folkloriques, ils s'enfermeront dans des ratiocinations stériles, et d'autre part, il y aura une stagnation générale des institutions. Alors moi je crois que le gauchisme est un facteur de rénovation des anciens partis révolutionnaires, socialistes et communistes, et un facteur de mobilité sociale. Et il dépend justement de la société et de ses structures en place, pas, de comprendre cette mise en question, d'absorber le plus possible de la critique et de le transformer en autocritique. Ce serait une espèce donc de ferment qui devrait être... Moi je crois que c'est l'aiguillon des sociétés modernes et que, au fond, ça ne dépend pas tellement des gauchistes qu'ils soient efficaces ou non, ça dépend des autres. Ça dépend, je dirais, de moi, ça dépend de nous, que nous sachions faire des institutions beaucoup plus légères, beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus réformables, qui soient constamment en dialogue avec cet élément de contestation. Au fond, il dépendra de la société. J'entends par exemple les responsables universitaires, les responsables... Moi je ne crois pas que par eux-mêmes les gauchistes soient capables de produire un nouveau modèle de société. Leur conception de la politique est encore beaucoup trop primitive, beaucoup trop élémentaire, en face de l'extraordinaire complexité, n'est-ce pas, de la société industrielle avancée. En fait, je crois Comme je me permets de dire quelquefois, on ne répare pas une montre à coups de marteau. Oui. Mais eux ne veulent pas réparer, je crois, enfin. Oui, mais actuellement, nous n'avons pas de modèle de socialisme humain, libéral, ou si vous ne voulez pas ce mot-là, libertaire, capable de fonctionner. Nous ne connaissons que des formes très autoritaires de socialisme, à part Cuba, justement les formes, eh bien on verra ce que ça deviendra. Ce que j'entends dire des évolutions actuelles n'est pas tellement réjouissante. Enfin, il y a aussi tout de même le modèle scandinave qui convient peut-être mieux à une société industrielle avancée, car vous citez Cuba, mais ce n'est pas non plus un pays industriel avancé. Oui, avons-nous, pour les sociétés industrielles avancées, un modèle de socialisme humain? L'échec de la Tchécoslovaquie, à cet égard-là, est très, très inquiétant. Enfin, il semble bien que nous n'ayons le choix qu'entre des formes de socialisme autoritaire qui se libéralisent extrêmement lentement, et d'autre part des formes de capitalisme qui se socialisent très lentement. Et que ce sont ces évolutions lentes que l'on peut peut-être accélérer de part et d'autre par justement l'aiguillon des mouvements révolutionnaires des jeunes. Mais je ne vois pas pour ma part de débouché propre de ces mouvements révolutionnaires en dehors d'une certaine radicalisation des processus déjà en cours dans les sociétés industrielles avancées, soit du côté soviétique, soit du côté américain et européen. Donc une certaine accélération du changement, mais je ne les vois pas capables de se substituer à la direction des pays industriels avancés. Sauf que peut-être, entre quand même à la base d'une société socialiste et d'une autre capitaliste, quelle que soit l'évolution que par la suite suit l'une ou l'autre, il y a quand même peut-être une conception d'une certaine justice, d'une égalité. Enfin, mais sans aucun doute, pour ma part, la fonction de l'idée révolutionnaire, c'est de maintenir en nous intacte une exigence, je dirais intacte et en même temps inexorable. Ne pas la laisser entamer par les considérations sur l'impossibilité actuelle de
réaliser une société à la fois juste et libre. Effectivement, nous ne savons pas comment faire ça actuellement, une société qui serait à la fois juste et libre. Mais nous devons en maintenir l'exigence avec une sorte d'intransigeance et de pureté. Et de ce point de vue-là, je me sens redevable et comment dirais-je, reconnaissant à l'égard des plus jeunes qui ont gardé intacte cette exigence. C'est pourquoi je ne considère pas du tout comme nul et comme inutile c'est le mouvement de mai et les forces qui ont fait mai. Merci. Oui. Voilà.